Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau classique à regarder dans le noir, à l'occasion prochaine de la sortie de Scream, le 5e dans les cinémas. On a décidé de se refaire la saga déjà, aux grandes dames de quelqu'un, et du coup on a décidé de revenir sur le premier épisode. Sorti en France le 16 juillet 1997, scénarisé par Kevin Williamson et réalisé par l'immense Wes Craven, le film met en scène entre autres Courtney Cox dans le rôle de Gale Weathers, Rose McGowan dans le rôle de Tatum Riley, David Arquette dans le rôle de Dwight Riley dit Dewey, Drew Barrymore dans le rôle iconique bien que bref de Casey Baker, Jamie Kennedy dans le rôle du geek Randy, Skeet Ulrich dans le rôle de Billy Loomis, Matthew Lillard dans le rôle de Stuart Marker et, bien sûr, Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott. Ça fait du monde. Au niveau du synopsis, on n'aura pas plus simple comme point de départ. La petite ville tranquille de Woodsboro en Californie sera le théâtre d'une série de meurtres d'une violence inouïe. Les cibles sont principalement des adolescents, là en l'occurrence des lycéens, qui sont pour la plupart fans de cinéma, et qui seront victimes d'un tueur en série vêtu d'une cape noire et d'un masque désormais totalement iconique, celui du Ghostface. Dès lors, autant pour les spectateurs que pour les protagonistes, la question du film et tout l'enjeu du film sera de savoir qui est ce fameux tueur masqué. Ah, c'est marrant parce que dit comme ça, on dirait presque un épisode de Scooby-Doo. Vous l'aurez compris, tout l'intérêt du film ne réside pas dans son postulat de base, mais plutôt dans la manière dont il est exploité. À savoir que, pour paraphraser Randy... Il y a une formule là-dedans, c'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect. Et pour faire ça, Williamson et Craven vont user d'un procédé relativement simple, à savoir nous pondre un film ouvertement méta. À savoir que les protagonistes vont passer leur temps à se balancer mutuellement leurs références cinématographiques, et à nous aussi en l'occurrence, sans forcément nous prendre pour des cons, ça va de soi, sinon on n'aurait pas aimé. Références allant par exemple d'Halloween à Evil Dead en passant par Le Silence des agneaux. Et en étalant ainsi toutes leurs connaissances cinématographiques, les protagonistes vont carrément nous intégrer au cœur même de l'histoire et de leur cercle d'amis. On partagera donc leurs références cinématographiques, on a les mêmes réactions devant le film que Randy devant Halloween. Et quand les personnages vont successivement se suspecter les uns les autres, eh bien nous on va en faire de même. On va se suspecter les uns les autres ? Tout à fait. Vous l'avez compris, on va suspecter tout le monde, nous aussi. Voilà. C'est là que le film est hyper efficace. Williamson et Craven vont ouvertement jouer avec nos références et également avec nos nerfs. Et quand on vous dit que le film est totalement méta, c'est même qu'à un moment donné, Randy va nous expliquer ce qu'est une Final Girl. Stu nous dira quelle est sa scène préférée du film, et Billy ira même encore plus loin puisqu'il dira à Sidney, et donc à nous forcément. On est dans un film. La vie c'est ça, un grand film où tous les genres se mélangent. Nous ne sommes jamais que des figurants. Et toi, tu n'as toujours pas choisi ton rôle. Et si vous connaissez les deux opus suivants, vous saurez que les deux autres films sont encore plus méta, puisqu'on va retrouver un film inspiré des événements qui se passent dans le premier. Donc dans le monde réel. Tu vois le truc ? Alors encore une fois, on a souvent dit que Wes Craven et Kevin Williamson avaient réinventé le genre du slasher avec Scream. Et bien encore une fois, c'est plus ou moins à son côté méta que le film le doit. Explication. Les personnages, principalement Randy, connaissent comme nous, le spectateur, les codes utilisés dans ce genre de film d'horreur et nous donnent même des conseils pour survivre
si on était dans un film d'horreur. Il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. Sauf que les personnages de Scream ne les appliquent pas, ces conseils. Parce que méta ou pas, on reste dans un film en fait. Et putain, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, en nous balançant allègrement à la face les codes du genre et en ne les suivant pas, le film parvient à nous surprendre. Et du coup, en faisant agir beaucoup de ses protagonistes à l'inverse de ce qu'ils seraient censés faire dans le monde réel, le nôtre, et en plus, ça rajoute une bonne tartine d'humour sur le bousin. Après, il faut dire que le tueur qui s'en prend plein la poire et qui se casse tout le temps la gueule dans le film, c'est un peu rigolo aussi. Et quand on vous dit que le duo Craven-Williamson a réinventé le genre, souvenez-vous, fin des années 90, début des années 2000, on s'est quand même pris une sacrée vague de films néo-slasher. On a même eu des productions françaises, c'est dire. Après, il y a bien évidemment des films qui sont restés cultes, notamment Souviens-toi l'été dernier, ou encore Urban Legend dans une certaine mesure. Mais il faut dire que toute cette nouvelle vague s'est quand même très vite essoufflée parce qu'il y avait quand même très peu de très bons films. Pour autant, le film a eu un impact très important sur la pop culture. Il engendra 4 suites, ainsi qu'une série télé. Alors bien sûr, parmi les œuvres s'inspirant le plus ouvertement de la saga, on va retrouver en tête la saga Scary Movie, enfin du moins le premier, puisqu'il ira même jusqu'à reprendre le titre du script original de Kevin Williamson. Parce que le film devait à la base s'appeler non pas Scream, mais Scary Movie. Tout le monde le savait déjà, mais j'avais juste envie de me la péter. Tiens d'ailleurs une parodie d'un film qui, d'une certaine manière, parodiait déjà un genre. Sidney Prescott deviendra une des Final Girls les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, on peut le dire, je pense aux côtés de Laurie Strode, qui sera pas mal citée d'ailleurs dans le film, on l'a déjà dit. Et le Ghostface rejoindra Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees au panthéon des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Et la ville de Woodsboro va rejoindre Crystal Lake, Haddonfield ou autres, Springwood au panthéon des endroits où ça craint un peu pour vivre quand même, on va pas se mentir. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que le nom du personnage de Billy Loomis est bien sûr inspiré du docteur Loomis dans Halloween. J'ai eu peur carrément. Et j'ai envie de vous dire, la boucle est bouclée. À l'époque de sa sortie, le film a souvent été accusé d'être ultra violent et il a suscité de nombreuses polémiques. Le film ne l'est pas tant que ça dans la forme, même si on voit quand même 2 éviscérations. Mais bon, on a déjà eu bien plus trash. Mais sur le fond, c'est quand même autre chose. Parce que en nous ancrant le film dans notre réalité, on nous confronte à une violence tangible, presque palpable, puisque les actes du Ghostface seraient totalement crédibles dans notre réalité. Alors, le fait de priver aussi les 2 antagonistes de mobiles réels, à part peut-être une vague histoire de vengeance pour Billy, en rajoute une couche dans la violence, parce que comme le dit Billy, Le crime est encore plus effrayant lorsqu'il est purement gratuit. on ne peut qu'être d'accord avec lui. Et là où le film fait fort aussi, c'est qu'au détour d'un dialogue, le film, alors je sais pas si c'est volontaire, mais le film avait presque anticipé les réactions que le film va engendrer, celles dont on a parlé tout à l'heure. Donc face à sa prétendue ultra-violence, et va balayer d'un revers de main le sempiternel discours disant que les films d'horreur créent des psychopathes. Tous ces films vous ont rendu dingue, vous êtes complètement fait. Pas les films. T'as rien compris, ma pauvre fille. C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Ils nous permettent simplement d'être un peu plus créatifs. Enfin ça, c'est sans compter sur ce qui va se passer après. En effet, dans les années qui ont suivi la sortie du film, un peu partout dans le monde, il va se passer des incidents qui vont relancer le débat de la violence dans les films d'horreur. Le succès de Scream, ainsi que le fait que certains agresseurs portent le costume du Ghostface, feront du film un parfait bouc émissaire. En 98, aux États-Unis, 2 adolescents de 16 et 14 ans vont assassiner la mère d'un des 2 de 45 coups de couteau. Et l'affaire sera connue à cette époque-là sous le nom de Scream Murder. En janvier 1999, toujours aux États-Unis, un jeune adolescent de 13 ans sera retrouvé alors qu'il avait été poignardé et laissé pour mort par 2 autres adolescents de 14 et 15 ans. Les 2 agresseurs ont été surnommés Scream Attackers après avoir déclaré qu'ils avaient visionné le film peu avant l'agression.
Et après aussi qu'on ait retrouvé des dessins du Ghostface en leur possession. Mais vous inquiétez pas, la France n'en est pas en reste. À Fontenay-aux-Roses, en avril 2000, un adolescent va enfiler le masque du Ghostface et attaquer son père et sa belle-mère à coups de couteau. En février 2001, un homme de 41 ans assassinera une jeune adolescente de 14 ans d'une 60aine de coups de couteau et déclarera s'être également inspiré du film. En novembre 2001, un homme assassinera également sa jeune voisine de 15 ans avec la tenue du Ghostface et à coups de couteau. En juin 2002, à Saint-Sébastien-sur-Loire, un lycéen de 17 ans, lui aussi vêtu du fameux costume, assassinera une de ses camarades de classe également à coups de couteau, la poignardant à 42 reprises. Suite à cette vague d'attaques et de meurtres aux États-Unis, le film sera bien évidemment directement pointé du doigt et d'ailleurs les journalistes parleront même de Screaminality. Alors, est-ce que c'est pertinent ou pas? Mais il faut noter qu'aux États-Unis, le film avait été aussi en partie incriminé, au même titre que la musique de Marilyn Manson ou ce genre de choses, suite à la tuerie de Columbine. Bien évidemment, on ne va pas relancer ici le débat sur les films d'horreur et la violence au cinéma, parce que c'est clairement pas le but de la vidéo. Mais au vu des circonstances dans lesquelles certains meurtres et certaines agressions ont eu lieu, on peut comprendre qu'il ait suscité des petites polémiques. Même si on peut aussi se poser la question, pourquoi des enfants de 14 ou 15 ans ont pu regarder le film. Au rayon anecdote, David Arquette déclarera bien plus tard que sa carrière aura visiblement énormément souffert du rôle de Dewey en fait dans le film, puisqu'il sera cantonné après à des rôles de personnages peureux, faibles ou peu crédibles dans leur rôle, à l'instar du shérif adjoint qui est montré vraiment comme peu crédible dans son rôle de shérif adjoint du coup. Et du coup, David Arquette, pour lui, son rôle lui collera à la peau et il aura par la suite beaucoup de mal à trouver des rôles autres que ce type de personnage. Alors il expliquera ça, ce sera même le point de départ, il l'expliquera avec beaucoup d'humanité dans le documentaire qui s'appelle You Cannot Kill David Arquette, retitré chez nous A Star You Cannot Kill. Pourquoi? Parce que, qu'on vous recommande d'ailleurs vivement, parce que vraiment moi je l'ai vu, il est super intéressant. Il faut savoir que le film a été inspiré à Williamson par une série de meurtres qui a eu lieu à Gainesville par Danny Rawling. Williamson en fait va un jour découvrir une fenêtre de son appartement ouverte et il va prendre peur en se disant qu'il y a peut-être un intrus chez lui. Il aura alors cette idée de cette jeune femme seule chez elle, harcelée au téléphone et donc traquée par le tueur. Alors avant que ce soit Sidney Prescott, plusieurs, même beaucoup d'actrices avaient auditionné pour le rôle de Sidney, dont Drew Barrymore, dans un premier temps, qui avait d'abord accepté le rôle de Sidney, qui avait même elle contacté la production parce que ayant lu le script ça l'intéressait, du coup elle avait elle contacté la production pour jouer le rôle de Sidney, sauf que au final elle devra reconsidérer sa participation au film, ayant pris malheureusement d'autres engagements. Alors pour moi, son rôle n'en restera pas moins iconique dans le rôle de Cassie Baker, parce que la scène d'intro de Scream, pour moi, est tout simplement aujourd'hui l'une des plus réussies de l'histoire du cinéma. Je vais peut-être un peu loin, mais c'est vraiment mon ressenti. Et d'ailleurs, c'est bien le visage de Drew Barrymore qu'on voit sur l'affiche du film. Et en plus, vous aurez peut-être remarqué, mais la bande originale est faite par un certain Nick Cave. Alors, c'est pas n'importe qui, hein. Non. Puisqu'on retrouve en main theme Red Right Hand, qui après sera également le générique des Peaky Blinders. Donc absolument tout est culte en fait dans ce film. Voilà, en tout cas on espère que cette vidéo vous a plu et que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à nous mettre un petit pouce en l'air et bien évidemment à vous abonner parce que c'est super important pour être bien référencé. Et puis il ne faut pas oublier la petite cloche aussi. La petite cloche, tout à fait. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, fermez la fenêtre. Vous aimez les films qui font peur? Quel est votre préféré?